Cette semaine, on fait le bilan des points positifs et négatifs d'un véhicule lourdement retravaillé pour 2026, le Toyota BZ. Premier point positif, à mon avis, c'est la stratégie de prix que Toyota a avec ce véhicule-là. 3 versions proposées, XLE, 2 roues motrices à traction, c'est la version d'entrée de gamme. Petite batterie de 57 kWh, seulement 168 chevaux, mais ça permet quand même au véhicule d'être vendu à un prix de moins de 49 000 $, ce qui le rend donc admissible, oui, au rabais provincial de 2 000 $, mais aussi au rabais fédéral de 5 000 $ qui s'applique aux véhicules de moins de 50 000. La deuxième version, c'est la version XLE 4 roues motrices, celle que j'ai ici avec moi, un peu en bas de 56 000 $ comme prix d'entrée. Ça permet d'avoir plus de puissance. On est à 338 chevaux, une énorme différence par rapport à ce qu'on avait précédemment avec le BZ4X à 4 roues motrices entre 2023 et 2025. Ça fait toute la différence, on va y revenir un peu plus tard. Et ça permet aussi d'avoir accès à une batterie de plus grande capacité, 77 kWh brut, ce qui permet évidemment d'avoir une meilleure autonomie. XLE 4 roues motrices, c'est à mon sens la version la plus intéressante de la gamme. Vous avez aussi la version Limited 4 roues motrices, tout au sommet à près de 65 000 $, évidemment, avec beaucoup d'équipements. Notez une chose, la version XLE 4 roues motrices est admissible au rabais provincial de 2 000 $, mais avec son prix de 56 000 $ environ, n'est pas admissible au rabais fédéral, mais Toyota a quand même une stratégie assez agressive. On ajoute 5 000 $ de rabais actuellement sur cette version-là, ce qui fait que quand on additionne tous les rabais, donc le rabais provincial, le rabais de Toyota de 5 000 et aussi le rabais fédéral, parce qu'avec le 5 000 de Toyota, le véhicule tombe en bas de 50 000, mais ça nous fait un véhicule qui est à 46 000 $ environ avant taxe, ce qui est toute une aubaine considérant ce qu'on a entre les mains. Deuxième point positif, ça a trait à l'habitacle et je commence à l'arrière avec l'espace de chargement. C'est vrai qu'on a seulement 784 litres. C'est pas un véhicule particulièrement spacieux. C'est pas un véhicule très gros non plus. Il y a quand même un lien à établir à ce niveau-là. Mais il y a plusieurs fonctionnalités intégrées dans l'espace de chargement. Bon, vous avez le cache-bagages. Ça, c'est vraiment très bien. On a un double fond, donc l'espace de chargement en dessous. On peut ajuster la hauteur aussi du fond du coffre, donc permet d'avoir un petit peu plus de possibilités, de convivialité. Vous avez le cache-bagages qui, normalement, il est dans les jambes, c'est pas compliqué, mais ici, on peut le ranger tout simplement sous l'espace de chargement. Donc ça permet d'avoir un cache-bagages qui n'est pas dans les jambes, qui est rangé, qui ne traîne pas dans le garage. On a aussi une prise 120 volts de 1500 watts, très intéressant. Dossier dont on peut ajuster l'inclinaison aussi. Donc, beaucoup de possibilités à l'arrière du véhicule. Et j'ajoute à ça les améliorations qui ont été apportées à l'habitacle pour 2026. On a remplacé le système d'infodivertissement, mais ce qui fait surtout une différence, c'est la reconfiguration de la console centrale. 2 chargeurs par induction, très intéressant. Levier de vitesse, ou en tout cas molette pour les vitesses qui est mieux placée. 2 porte-gobelets, espace de rangement sous la console, vraiment en position de conduite, qui est d'ailleurs très, très similaire à celle d'une auto et non à celle d'un VUS. Il y a l'instrumentation qui demande une période d'adaptation en raison de sa position très élevée. Ça complexifie un peu la position du volant, mais pour moi, pour une personne de ma taille, ça fonctionne parfaitement. Je me sens vraiment bien à bord de ce véhicule-là. Autre point que j'ai particulièrement aimé du BZ 2026, c'est le côté dynamique. On a beaucoup de puissance, bonne amélioration par rapport à ce qu'on avait auparavant. 338 chevaux. Et ça accélère, mes amis, c'est vraiment très rapide comme véhicule. 2 modes de conduite, le mode éco ou le mode normal. Il n'y a pas de mode sport, mais honnêtement, le véhicule n'en a absolument pas besoin. On a assez de puissance et c'est livré avec une bonne calibration aussi. Ça, je l'apprécie. Bonne chose aussi, c'est le comportement routier. On a modifié la calibration de la suspension. On a une direction qui est peut-être un peu plus légère qu'auparavant, mais un véhicule qui est très bien ancré à la chaussée. Mouvements de caisse qui sont bien contrôlé. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à conduire ce véhicule-là. Je m'attendais absolument pas à ça. Et petite note sur les roues de 18 pouces. Vous l'avez vu à l'extérieur. Peut-être que vous vous dites, ouais, c'est pas très, très joli puis ça doit pas être terrible pour le comportement routier. Moi, bien au contraire, je trouve que c'est un avantage parce qu'on a un bon comportement routier, oui, mais on a aussi un bon confort parce qu'on a un flanc de pneus qui est très haut et ça, je trouve que c'est très bien adapté aux routes du Québec. D'autant plus qu'on a un véhicule aussi qui est capable d'aller un peu en hors route.
On a une bonne garde au sol, plus de 8 pouces, ce qui est toute une différence par rapport, par exemple, à un Chevrolet Equinox qui est autour de 6 pouces, 6 pouces et demi, ou même un Ford Mustang Mach-E qui est autour de 5 pouces et demi. Donc, un avantage quand même ici, avec la présence en plus des deux X-Mode pour améliorer les capacités de franchissement. Premier point négatif maintenant, ça touche le freinage régénératif. Les gens qui sont familiers avec les véhicules électriques vont vous le dire. On aime ça avoir des possibilités quand vient le temps de programmer et de calibrer le freinage régénératif. Ici, on a des palettes derrière le volant qui peuvent nous permettre de calibrer la force. Même au niveau maximal, honnêtement, la force est pas si grande que ça. Et on n'a surtout pas la possibilité d'avoir la conduite à une pédale. Moi, je trouve que c'est bien dommage. J'aime ça quand les constructeurs nous donnent le choix. Si on veut avoir la conduite à une pédale, on peut l'avoir. Si on la veut pas, on joue dans les options et on l'élimine tout simplement. Malheureusement, ici, on n'a pas la possibilité d'immobiliser complètement le véhicule simplement en levant notre pied de l'accélérateur. Je m'explique mal ce fait-là parce qu'on a quand même retravaillé considérablement le BZ pour 2026 et ça aurait été l'opportunité d'intégrer cette fonctionnalité-là. Malheureusement, on ne l'a pas. On a ce qu'on appelle l'aide proactive à la conduite qui va ralentir le véhicule en fonction de la présence d'un véhicule devant, mais ça ne remplace pas, à mon avis, la vraie conduite à une pédale qui est si chère aux électromobilistes. 2026, plusieurs améliorations du côté de la recharge. On a notamment intégré un port de charge NACS. Bonne nouvelle parce que c'est là où on s'en va dans l'industrie automobile. On a aussi corrigé certaines lacunes en matière de recharge rapide. On dit maintenant que le véhicule est en mesure de passer de 10 à 80 % en environ 30 minutes, ce qui est quand même assez concurrentiel. On a même la possibilité de préconditionner la batterie de façon manuelle ou en fonction d'une destination qui serait programmée dans le système de navigation. Mais c'est en matière d'autonomie où c'est plus difficile. Le constructeur annonce 468 km d'autonomie pour la version XLE 4 roues motrices que j'ai ici avec moi. Il fait autour de 0, -1. J'ai conduit le véhicule sur des routes secondaires. Quand même une situation pas trop difficile normalement. J'ai obtenu 20 kWh au 100 en termes de consommation. Quand même pas si mal, mais comme on a une batterie d'assez petite capacité malgré tout, capacité utilisable autour de 67 kWh, ça m'aurait donné 330 km d'autonomie électrique. Et même quand je démarre le véhicule, dans le tableau de bord, quand la batterie est à 100 %, on annonce moins de 300 km d'autonomie. Donc, c'est certainement pas une force du BZ de 2026, surtout quand on le compare à d'autres véhicules comme le Chevrolet Equinox EV, vendu dans les mêmes prix environ, qui propose une autonomie nettement plus convaincante. Dernier point à retravailler, à mon avis, c'est en matière de jovialité à l'intérieur du véhicule. C'est pas que c'est mal présenté, je trouve qu'on est allé vraiment d'audace avec le type de présentation qu'on a, mais ça manque de couleurs. Et j'aurais aimé, par exemple, retrouver des punchs de couleurs un peu partout ou même des éléments distinctifs propres aux véhicules électriques. Par exemple, je pense au Volkswagen ID4 qui, dans le bas du pare-brise, a une ligne qui sert au véhicule pour communiquer avec le conducteur. Je trouve que ça apporte quelque chose de nouveau et il y a de la place pour faire des trucs du genre dans le cas des véhicules électriques. Et chez Toyota, on était très conservateur de ce côté-là, peut-être à l'image de la compagnie, mais je pense que ça aurait servi le produit d'avoir un petit peu plus de punch de ce côté-là. D'autant plus que quand je touche aux différents matériaux, ils sont plutôt bon marché. C'est ce qui conclut le bilan du Toyota BZ de 2026. 3 points forts, 3 points faibles. J'espère que ça vous a plu. Avant de vous laisser aller, je veux quand même vous rappeler que c'est un modèle qui a été lourdement retravaillé pour 2026. C'est pourquoi l'équipe de RPM a décidé de le replacer en évaluation, le temps de se faire une idée sur sa fiabilité. Évidemment, on va vous tenir au courant de l'évolution du modèle. Merci.